Dalcanitari présente Michael Moorcock, Le cycle d'Elric, La forteresse de la perle. Chronique de l'épée noire. Et quant à Simoril, sa bien-aimée, Elric eut menti par 3 fois, qu'il eut installé son ambitieux cousin Hyrkoun comme régent sur le trône de Rubis, puis qu'il eut plus tard pris congé de Rakir l'archer rouge, il s'enfonça dans des terres inconnues, à la recherche d'un savoir qui, croyait-il, l'aiderait à gouverner Melniboné, comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Mais c'était sans compter sans un destin d'ores et déjà déterminé à lui faire apprendre et connaître par expérience certaines choses dont, sur lui, l'impact allait être considérable. Avant même de rencontrer le capitaine aveugle et la nef qui voguait sur les mers du destin, il eut à voir sa vie, son âme et son idéalisme en grand péril. À Ufish Sormir, il fut retardé par une affaire où se manifesta quelque incompréhension entre 4 sorciers des plus étranges qui, par inadvertance, sans mal vouloir, manquèrent détruire les jeunes royaumes avant de servir en définitive les ultimes desseins de la balance cosmique. Et à Filcar, il vécut un amour dont il ne devait plus jamais reparler. Il apprenait, en payant le prix, la puissance et la douleur de porter l'épée noire. Mais ce fut dans la cité de Quarzazat, au cœur du désert, qu'il aborda l'aventure qui allait nouer les fils majeurs de son destin pour des années à venir. Livre 1er. Existe-t-il un fou, doué d'un cerveau assez puissant, pour restaurer l'étoffe où sont tissés les rêves, et broyer les démons et mater le chaos, qui, délaissant et son royaume et sa promise, tourbillonnant dans les marées contradictoires, oubliera son orgueil pour de longues douleurs. Chronique de l'épée noire. Chapitre 1. Agonie d'un seigneur perdu. C'était dans Quarzazat la solitaire, destination de maintes caravanes et ports où bien peu touchaient, qu'Elric, empereur héréditaire de Melniboné, dernier d'un sang plus que 10 fois millénaire, gisait prêt à mourir. Les drogues et herbes qui à l'ordinaire le sustentaient, il les avait épuisés dans les derniers jours de son long voyage au travers des confins méridionaux du désert des soupirs. Et il ne s'était pas trouvé en mesure de les remplacer dans cette cité fortifiée plus célèbre pour ses trésors que pour sa douceur de vivre. Lentement, faiblement, le prince albinos étira ses doigts à couleur d'ossement vers la lumière, suscitant les feux du sanglant joyau serti dans l'anneau des rois, ultime symbole traditionnel qui lui restait de ses responsabilités d'antan. Puis sa main retomba. C'était comme s'il avait eu le bref espoir que l'Actorios serait en mesure de lui redonner vie. Mais inutile était la pierre tant que lui manquait l'énergie d'en dominer les pouvoirs. Par ailleurs, il n'avait pas grand désir d'appeler en ces lieux des démons. Sa folie seule l'avait amené à Quarzazat, et il ne se devait d'exercer une quelconque vengeance à l'endroit de ses citoyens. Eux, toutefois, auraient eu motif de le haïr, eussent-ils connu ses origines. Quarzazat avait jadis régné sur une terre de rivières et de belles vallées, de forêts verdoyantes et de plaines fertiles. Mais cela c'était avant que n'eussent été proférés d'imprudents sortilèges au cours d'un conflit qui, 2000 ans plus tôt, avait menacé Melniboné. L'empire de Quarzazat s'était évanoui, perdu pour les 2 camps, submergé par la vaste masse de sable qui s'était abattue sur lui, telle une marée, n'épargnant que la capitale et ses traditions, lesquelles furent à l'époque la raison première de persévérer dans l'existence. Parce que Quarzazat s'était toujours dressée là, elle devait y être maintenue, entretenue à n'importe quel prix pour l'éternité, estimèrent ses habitants. Qu'elle n'eût plus ni but ni fonction n'empêcha pas ses maîtres de se sentir au plus haut point l'obligation d'en assurer la pérennité par tous les moyens qui leur semblaient convenir. 14 fois des armées tentèrent de traverser le désert des soupirs pour aller piller la fabuleuse Quarzazat. 14 fois, par le désert même, ces armées furent défaites. Entre-temps, l'obsession majeure, d'aucuns diraient l'activité principale, de cette cité fut la complexité des intrigues entre ses dirigeants. République, ne fût-ce que de nom, et pivot d'un vaste empire, fût-il entièrement noyé sous les sables, Quarzazat était gouverné par son conseil des 7. Bizarrement connu comme les 6 plus l'autre, et qui, possédant l'essentiel des richesses de la ville, avait la haute main sur la plupart de ses affaires. D'autres puissants, hommes et femmes, qui n'avaient pas choisi d'appartenir à cette heptocratie,
n'en détenait pas moins une puissance considérable, tout en déjouant les pièges inhérents au pouvoir. Dans leur nombre avait appris Elric, Narfis, baronne de Cuwer, qui habitait sur les confins méridionaux de la cité, une villa dont la simplicité n'excluait pas la grâce, et accordait l'essentiel de son attention à son rival notoire, le vieux duc Ral, qui parrainait les plus merveilleux artistes de Quarzazat, et qui, lui, demeurait sur les hauteurs septentrionales, dans un palais aussi peu ostentatoire qu'il était beau. Ces deux-là s'étaient laissé dire Elric, avaient élu chacun 3 membres du conseil, alors que le 7e, toujours sans nom et simplement désigné par celui d'Exocrate, qui commande aux 6, maintenait l'équilibre, capable de faire pencher les choses par son vote, dans un sens ou dans l'autre. L'oreille de l'Exocrate était bien évidemment convoitée par ce que la cité comptait de rivaux, y compris la baronne Narfis et Ral. Tout aussi indifférent à la politique tarabiscotée de Quarzazat qu'à celle de son propre pays, Elric n'était ici que par curiosité. Aussi parce que la cité, à l'évidence, était le seul havre offert dans cette immense et vide étendue au nord des montagnes sans nom, marquant la limite entre le désert des soupirs et le désert des larmes. Déplaçant ses os fourbus sur la minceur de sa paillasse, Elric se demanda, sarcastique, s'il allait être enterré ici, parmi ces gens, sans que jamais dût les effleurer l'idée que le monarque héréditaire d'une nation qui avait été leur plus grand ennemi était mort chez eux. Il se demanda si, après coup, tel était le destin que ces dieux lui réservaient. Beaucoup moins grandiose que ce qu'il avait rêvé, mais non dénué d'attrait. Après qu'il eut quitté Filcar en hâte et avec une certaine confusion, le premier navire appareillant de Rachil l'avait porté jusqu'à Jadmar, où, sans illusion, il avait choisi de croire le vieux soulard Ilmiorin, qui lui avait vendu une carte indiquant l'emplacement de la légendaire Tanlorn. Comme il s'en était à demi douté, la carte se révéla être un leurre, dont il ne tira d'autre profit que d'échouer loin de toute forme d'habitat humain. Il avait envisagé de refranchir les montagnes pour gagner Kaarlak au travers du désert des soupirs. Mais le recours à sa propre carte, d'une facture melnimonéenne plus fiable, montrait Quarzazat nettement plus proche. Chevauchant droit au nord sur un étalon à moitié mort de chaleur et d'inanition, il n'avait rencontré que Lid Oued à sec et morte oasis, ayant eu la malencontreuse idée de traverser le désert au plus fort de la saison sèche. Sa quête d'une Tanlorn, presque aussi légendaire pour son peuple que pour ceux des jeunes royaumes, s'était soldée par un échec. Bien que les chroniqueurs melnimonéens, comme à leur habitude, n'eussent montré qu'un intérêt passager pour leur ennemi vaincu, Elric se souvenait que, selon eux, Quarzazat devait à ses propres sortilèges de ne plus constituer une menace pour ses rivaux demi-humains. Une rune mal placée proférée par Fauvéan Dal, duc et magicien, ancêtre de l'actuel duc Ral, dans un charme censé noyer l'armée adverse sous les sables et ceindre le pays entier d'un rempart. Elric avait encore à découvrir quelle explication donnaient de l'accident les descendants de ses victimes. Avait-il créé un corps de mythes et de légendes pour justifier la malchance de leur ville, y voir le résultat des maléfices émanés de l'île aux dragons? Elric songeait comment sa propre obsession du mythe venait de le conduire au seuil d'une mort presque inévitable. « Par mes erreurs de calcul », murmura-t-il, tournant vers l'Actorios des yeux d'un rouge éteint. « J'ai montré tout ce que j'avais en commun avec les aïeux de ce peuple. » Une quinzaine de lieues passées de l'endroit où était resté le cadavre de sa monture, Elric avait été découvert par un jeune garçon sorti chercher des joyaux et autres précieux objets manufacturés périodiquement exhumés par ces vents de sable qui, allant et venant sur cette partie du désert, la balayant en permanence, n'étaient pas étrangers à la survie de Quarzazat, et justifiaient l'étonnante hauteur de ces magnifiques murailles. Le nom empreint de mélancolie de ces vastes solitudes, lui aussi leur était dû. En meilleure forme, Elric eut apprécié la monumentale beauté de Quarzazat, beauté résultant d'une esthétique raffinée sur des siècles et ne portant nulle trace d'influence extérieure. Que tant de ces ziggourats ou palais, tout en courbe, fussent de proportions gigantesques, n'entraînaient chez eux ni laideur ni vulgarité. Ils avaient quelque chose d'aérien, une singulière légèreté de style qui les faisait paraître, dans leur rousseur de terre cuite et leur scintillement de granit argenté, dans la blancheur de leur stuc chaulé, la richesse de leur bleu, de leur vert, comme matérialisés par enchantement de la substance même de l'air. De luxuriants jardins débordaient de terrasses complexement imbriquées, fontaines et ruisseaux, puisés dans les extrêmes profondeurs du sol, gratifiant de bruits sereins et de merveilleuses fragrances les allées pavées de galets et les larges avenues bordées d'arbres. Il n'en restait pas moins que cette eau, dont pouvaient avoir été spoliées des cultures, servait à maintenir l'apparence de Quarzazat telle qu'elle avait été au sommet de sa puissance impériale,
que sa valeur dépassait en conséquence celle des gemmes, que son utilisation faisait l'objet d'un rationnement, que son vol tombait sous le coup des lois les plus sévères. Le logement d'Elric n'avait rien de luxueux, équipé qu'il était d'un lit à roulettes, de paille éparpillée sur les dalles, d'une fenêtre unique, inaccessible, et d'un cruchon de terre flanqué de sa cuvette avec ce peu d'eau saumâtre qui lui avait coûté sa dernière émeraude. Nul permis d'eau n'étant jamais délivré aux étrangers, les quelques quantités de ce précieux liquide mis en vente à Ouarzazate en constituaient l'unique matière première réellement inabordable. Que le contenu de la cruche eût été subtilisé à quelques fontaines publiques était donc hautement probable. Il était d'ailleurs peu fréquent que les peines encourues pour de tels vols fissent l'objet de controverses, même en privé. Elric avait besoin d'herbes rarissimes pour soutenir son sang déficient, mais leur prix, en admettant qu'il en eût trouvé sur le marché, se fut révélé bien au-delà de ses moyens actuels, lesquels se réduisaient à quelques pièces d'or. Une fortune à Caarlac, une misère dans une ville où l'or était si commun qu'on s'en servait pour parfaire l'étanchéité des aqueducs et des égouts. Ses sorties dans les rues de la ville, en sus d'être physiquement épuisantes, avaient eu quelque chose d'infiniment déprimant. Quotidiennement, le garçon qu'il avait trouvé dans le désert et ramené dans cette chambre lui rendait visite, fixant sur lui le regard qu'il aurait eu pour un insecte étrange ou pour un rongeur capturé. Il se nommait Anig, et bien qu'il s'exprimât dans le coinet des jeunes royaumes, langue issue du ménimodéen, l'épaisseur de son accent rendait parfois incompréhensible tout ce qu'il disait. Une fois de plus, Elric ne tenta de soulever son bras que pour le laisser retomber. Ce matin, il s'était réconcilié avec la certitude de ne plus jamais ni revoir sa bien-aimée Simoril, ni siéger sur le trône de rubis. Il en éprouvait du regret, mais non sans détachement, sa maladie le rendant étrangement euphorique. « J'avais dans l'idée de vous vendre. » Elric cligna des yeux, sonda les ombres de la pièce par-delà l'unique ray de soleil qui le perçait. Il reconnut la voix sans toutefois distinguer plus qu'une vague silhouette près de la porte. « Mais j'ai bien peur à présent de n'avoir à offrir lors du marché qui se tiendra la semaine prochaine que votre cadavre, et les quelques biens qui vous restent. » C'était Anig, presque aussi déprimé que l'albinos par la perspective de cette mort. « Évidemment, vous demeurez une rareté. Vos traits sont ceux de nos anciens adversaires, mais plus pâles que l'os, et avec des yeux comme je n'en avais jamais vu chez personne. » Elric péniblement se redressa sur un coude. « Navré de décevoir une telle espérance. » Jugeant peu prudent de dévoiler ses origines, il s'était présenté comme un mercenaire de Nadzokor, la cité des mendiants, connue pour abriter toutes sortes de marginaux. Puis j'avais conçu celle que vous puissiez être un sorcier, et me réconforter par un fragment de savoir occulte qui m'offrirait un chemin vers la richesse, voire m'élèverait au nombre des 6. Ou encore qu'esprit du désert, vous seriez en mesure de me conférer quelques utiles pouvoirs. Mais j'ai gaspillé mes rations d'eau, semble-t-il. Vous n'êtes qu'un mercenaire à l'agonie. Ne conservez-vous donc nul objet de valeur? Un bibelot qui pourrait se révéler moyennable, par exemple. Et les yeux du jeune Ouarzazate dévièrent vers le mince et long ballot appuyé contre le mur au chevet d'Elric. « Cela n'a rien d'un trésor, mon garçon. » l'informa Elric sinistre. « Qui détient cet objet peut être dit porteur d'une malédiction impossible à exorciser. » Il sourit à la pensée d'Anig cherchant un acheteur pour les peignoirs qui, enveloppé dans un bliot de soie rouge, émettait de temps à autre un murmure, tel un vieillard sénile s'efforçant de retrouver la faculté de parler. « C'est une arme, n'est-ce pas ?» dit l'enfant dont les yeux bleus vifs paraissaient envahir le brun visage émacié. « Mais oui, » dit Elric. « Une épée. »« Une antiquité ?» Sous la djellaba rayée, Anig porta la main à son épaule. « C'est une assez bonne description, » dit Elric, amusé, mais trouvant déjà d'une longueur épuisante cette conversation qui ne faisait que commencer. « Quand a-t-elle été forgée ?» Le garçon s'avançait à présent dans la pièce, si bien qu'il fut entièrement baigné par le rayon de soleil. Il avait l'aspect d'une créature parfaitement adaptée à la vie au sein des roches brûlées et des sables impalpables du désert des soupirs. « Il y a peut-être 10 000 ans. » Elric découvrit que l'expression surprise du garçon l'aidait à oublier momentanément la quasi-certitude de sa mort prochaine. « Mais elle est probablement plus ancienne. »« Ah,
En ce cas, sa rareté n'est pas douteuse. Et de tels objets sont fort prisés par la noblesse de Quarzazat. Il en est même parmi les 6 qui les collectionnent. Son honneur, le maître Unich Shurl, par exemple, possède les armures de tout un corps d'armée ilmiorin, chacune équipant le cadavre momifié du guerrier d'origine. Et la collection de machines de guerre de Dame Talit compte plusieurs milliers de pièces, dont pas une seule n'est en double. Laissez-la moi, messire mercenaires, et je vous garantis de dénicher un acquéreur. Puis je me mettrai en quête des herbes dont vous avez besoin. Ainsi serais-je assez présentable pour que tu puisses me vendre, hein? L'amusement d'Elric grimpa d'un cran. Une innocence exquise se peignit sur les traits de l'enfant. Que non, messire. Vous serez alors assez fort pour me résister, et je me contenterai d'une commission sur votre première solde. Elric aimait bien ce garçon. Il marqua un temps d'arrêt, rassemblant ses forces avant de se remettre à parler. Tu me crois susceptible d'intéresser un employeur? Ici, à Quarzazat? Bien sûr. Anig eut un large sourire. Vous pourriez devenir garde du corps de l'un des 6, ou du moins compter parmi ses partisans. Votre allure insolite vous qualifie d'office pour un tel poste. Ne vous ai-je pas dit combien nos maîtres étaient épris de rivalité et d'intrigue? Il est certes encourageant. Nouvelle pause d'Elric pour reprendre son souffle. De savoir que je puis envisager ici, à Quarzazat, une existence valeureuse et accomplie. Il voulut plonger son regard dans les yeux brillants du garçon, mais celui-ci détourna la tête. Seule une partie de son corps resta visible dans la clarté solaire. Quoi qu'il en soit, si j'ai bien compris, ces herbes que je t'ai décrites ne poussent que dans la lointaine Quan, à 2 jours d'ici, sur les contreforts des piliers déchiquetés. Je serai mort avant que l'émissaire le plus rapide n'en soit à mi-chemin. Que cherches-tu, garçon? À me réconforter? Ou obéis-tu à des motifs moins nobles? Je vous ai dit, messire, où poussent ces herbes. Mais imaginez maintenant que quelqu'un se soit déjà rendu à Quan pour les cueillir, et qu'il en soit revenu. Tu connaîtrais un tel apothicaire? Mais quel prix me demanderait-il pour de si précieux remèdes? Et pourquoi t'es-tu abstenu de m'en parler plus tôt? Parce que je n'en savais rien. Anig s'assit dans la relative fraîcheur du seuil. J'ai fait mon enquête depuis notre dernière conversation. Certes, je ne suis qu'un garçon ordinaire, révéré seigneur, ni lettré, ni devin, même si je sais maintenant comment bannir mon ignorance et lui substituer le savoir. Mais je ne suis pas un imbécile. Je partage l'opinion que tu as sur toi-même, maître Anig. Puis-je alors prendre l'épée pour lui chercher un acquéreur? Il se leva, revint dans la lumière, main tendue vers le ballot. Elric se laissa retomber sur sa couche, secouant la tête, un faible sourire aux lèvres. Moi aussi, jeune Anig, je mesure mon ignorance. Mais à la différence de toi, je m'estime également capable d'être un imbécile. La connaissance apporte le pouvoir, dit le garçon. Et le pouvoir me hissera peut-être jusqu'à l'entourage de la baronne Narfis. Il se peut que je devienne capitaine dans la garde, voire que je sois anobli. Oh, je suis persuadé qu'un jour tu seras bien plus. Elric aspira une bouffée d'air confiné. Tout son corps frissonna sous la brûlure qui lui envahissait les poumons. Fais ce que tu veux. Mais je doute que cette lame consente à te suivre. Puis-je la voir? D'accord. Dans des mouvements douloureusement gauches, Elric roula jusqu'au bord du grabat et de son linge extirpa la gigantesque épée. Gravée de runes qui semblaient y danser sur le noir et luisant métal, décorée d'antiques et complexes ciselures aux dessins tantôt mystérieux, tantôt figurant des dragons et des démons enchevêtrés comme au corps à corps. Stormbringer n'avait à l'évidence rien d'une arme de ce monde. Le jeune Quarzazati étouffa un cri, recula, paraissant regretter sa suggestion d'emporter l'arme. « Est-elle vivante ?» Elric contempla sa lame, avec un mélange de dégoût et d'autres choses qui n'étaient pas loin de la sensualité. D'aucuns diraient qu'elle est à la fois dotée d'intelligence et de volonté. D'autres y verraient un démon déguisé. Il en est pour la croire composée des âmes résiduelles de tous les damnés qui jadis, dit la légende, y furent piégés, quand un autre pommeau que celui qu'elle arbore à présent hébergeait un puissant dragon. Non sans un vague écœurement,
il se surprit à tirer quelque plaisir de la croissante épouvante du garçon. Ton regard ne s'est-il jamais posé auparavant sur un objet dont Chaos fut l'artisan, maître Anig, ou sur un être marié à un tel objet, son esclave peut-être? Il laissa pendre ses longs doigts blancs dans l'eau souillée de la cuvette, puis les ramena jusqu'à ses lèvres qui l'humecta. Ses yeux rouges flamboyaient comme des braises mourantes. Au cours de mes voyages, il m'est arrivé de l'entendre décrire comme la propre épée d'Ariok, celle qui porte au combat, et qui lui donne le pouvoir de fendre les murs entre les royaumes. J'en ai connu qui, mourant sous elle, furent persuadés d'avoir affaire à une créature vivante. Une théorie prétend qu'elle est l'unique représentant dans notre dimension d'une race entière, et qu'elle pourrait, en aurait-elle le désir, y convoquer 1 million de ses congénères. Ne peux-tu percevoir sa voix, maître Anig? La juges-tu capable de ravir et de charmer l'acheteur éventuel sur ton marché? Et s'échappa des lèvres pâles de l'albinos un son qui, pour n'être pas un rire, n'en était pas moins l'expression d'un humour désespéré. En hâte, Anig regagna le havre du rayon de soleil. Il s'éclaircit la gorge. « Lui donnez-vous un nom ?»« Oui. Stormbringer. Mais il en est un autre qui parfois se murmure dans les jeunes royaumes, confondant cette lame et moi qui la porte, celui de voleur d'âme. Et de fait, elle en a bu plus d'une. » « Ainsi vous êtes voleur de rêve. » Les yeux d'Anig restaient fixés sur l'épée. « Mais alors, comment se fait-il que vous soyez sans emploi ?»« Voleur de rêve. L'expression m'est inconnue. Je ne vois d'ailleurs pas qui pourrait avoir besoin de celui qu'elle semble décrire. » Son regard monta vers le garçon, espérant plus ample commentaire, mais sans détourner les yeux de l'âme qui le fascinait, celui-ci enchaîna. « Boirait-elle mon âme, Seigneur ?» Si j'en prenais la décision. Car sache que pour retrouver temporairement ma vigueur, il me suffirait de permettre à Stormbringer de tossir. Toi, et quelques autres peut-être. Puis elle me transmettrait son énergie et, sans le moindre doute, je serais en mesure de trouver un coursier et de quitter cette ville, éventuellement d'atteindre Quan. La voix de l'épée noire se faisait à présent plus mélodieuse, semblait approuver de tout cœur un tel projet. Anig se releva d'un bond, prêt à fuir si nécessaire. « C'est comme dans cette histoire sur les murailles de Mas Aboun. Il y en avait, ceux qui ont été les responsables de notre isolement. Oui, les épées que portait leur chef étaient pareilles à la vôtre. Nos maîtres nous l'ont dit à l'école. Oh, oui, je me souviens de tout ce qu'ils nous ont raconté. » Et il fronça les sourcils, prenant la pose de l'étudiant qui attend de ses cours un maximum de bénéfices. Elric était au regret d'avoir jeté l'enfant dans un tel abîme de frayeur. « Je n'ai pas l'intention de maintenir ma propre existence aux dépens de ceux qui ne m'ont jamais nui. Tel est d'ailleurs en partie le motif pour lequel je me trouve dans cette situation fâcheuse. Tu m'as sauvé la vie, mon garçon. Je ne voudrais pas te tuer. » « Oh, messire et grand menacier !» Dans sa panique, il venait d'employer une langue plus ancienne que le melnibonéen, et qu'Elric reconnut pour l'avoir apprise dans le cadre de ses études. « D'où vient que tu saches t'exprimer en opiche ?» demanda l'albinos. La terreur qui ravageait les traits du garçon n'empêcha pas la surprise de s'y peindre. « Ici, à Quarzazat, c'est de l'argot. Les voleurs y ont recours pour n'être pas compris des autres. Mais je suppose qu'à Nadzokor, il est courant de l'entendre. » Ah. Si fait. À Nadzokor. Elric était de nouveau perplexe. Sa main se tendit vers l'enfant pour le rassurer. Anig rejeta la tête en arrière, et un son étranglé sortit de sa gorge. Il était de toute évidence imperméable à l'effort de l'albinos pour regagner sa confiance. Sans plus rien dire, il quitta la pièce. Le bruit de ses pieds nus s'estompa le long du couloir et jusqu'au bas des marches qui menaient à l'étroite venelle. Convaincu que le garçon était maintenant parti pour de bon, Elric sentit la tristesse l'assaillir. Il ne regrettait plus qu'une chose, de ne plus jamais revoir Simoril, ni retourner à Melniboné tenir sa promesse de l'épouser.
il mesurait la répugnance qu'il avait toujours eue, et ne cesserait probablement jamais d'avoir, à s'asseoir sur le trône de rubis, sachant toutefois que tel était son devoir. S'était-il délibérément choisi son sort présent à seule fin de se dérober à cette responsabilité? Il avait conscience que son sang, même vicié par cette tare étrange qui lui était personnelle, restait le sang de ses ancêtres, et qu'il n'aurait pas été simple de renoncer tant au droit qu'au destin à lui fixé par la naissance. Il avait espéré pouvoir, par son règne sur Melniboné, transmuer ce vestige introverti, cruel et décadent, d'un empire honni en nation régénérée, capable d'apporter au monde paix et justice, d'offrir un modèle de gouvernement éclairé que d'autres auraient pu reprendre à leur profit. Contre une chance de revoir Simoril, il aurait plus que volontiers négocié les peignoirs. Dans son fort intérieur, pourtant, il gardait peu d'espoir que ce fût possible. Cette lame était plus qu'une source d'énergie, une arme à opposer à ses adversaires. Elle le liait à l'ancienne foi jurée de sa race envers le chaos, engagement qu'il n'imaginait pas le duc Arioch disposé à lui laisser rompre. Quand il considérait ces questions, ces signes d'un destin plus vaste, il se trouvait si plein confusion qu'il préférait s'en détourner. Bon, dans la folie ou dans la mort, peut-être briserai-je ces chaînes et échapperai-je aux antiques mauvais génies de Melniboné. Le souffle dans ses poumons parut se réduire à un filet. Il cessa d'en sentir la brûlure. De fait, une fraîcheur l'envahissait. Son sang se ralentit alors qu'il se tournait, désireux de se lever, de chanceler jusqu'à la table de bois brut où se trouvaient ses quelques provisions. Mais il ne put que contempler fixement ce pain rassis, ce vin tourné, ces morceaux raccordis de viande séchée dont il valait mieux ne pas trop chercher l'origine. Se mettre debout, rassembler en lui la volonté de bouger, c'était impossible. Il avait accepté son agonie, sans sérénité, mais avec un certain degré de dignité. Retombant dans une rêverie languide, il se rappela sa décision de quitter Melniboné, le violent émoi de sa cousine Simoril, la joie secrète de son ambitieux cousin Hyrkoun, ses déclarations à Rakir, le prêtre guerrier de Fume, qui s'était lui aussi lancé à la recherche de Tanlorn. Il se demanda si l'Archer Rouge avait eu plus de succès que lui dans cette quête, ou s'il gisait quelque part ailleurs dans ce vaste désert, sa tenue écarlate réduite en lambeaux par ce vent qui soupirait en permanence, sa chair desséchée, rétractée sur les os. Puis il s'aperçut que sa nostalgie de Simoril allait grandissante, et se crut sur le point de fondre en larmes. Il avait eu l'idée de faire appel à son protecteur Arioch, de lui demander de le sauver. Et il n'en gardait qu'une profonde répugnance à même envisager cette possibilité. Il craignait qu'un nouveau recours à l'assistance du duc eût pour résultat de lui faire perdre bien plus que la vie. Chaque fois que cette puissante entité surnaturelle avait accepté de l'aider, un accord tout aussi implicite que mystérieux s'en était trouvé resserré. Ce qui ne le rendait pas plus réel, songea-t-il ironique. Arioch avait montré ces derniers temps si peu d'empressement à venir à son aide, qu'il en venait à se dire que Hyrkoun l'avait peut-être supplanté dans tous les domaines. Cette pensée ramena l'albinos à sa douleur, à son regret de Simoril. De nouveau, il tenta de se lever. Le soleil avait changé de place. Il crut voir son aimée debout devant lui. Puis elle devint un aspect d'Arioch. Restait-il, même à présent, le jouet du puissant duc du chaos? Son regard dévia sur l'épée, qui semblait s'agiter dans ses soieries lâches, frémir et chuchoter quelque avertissement, peut-être une menace. Il s'en détourna. Simoril? Il sonda le faisceau de lumière, le remonta jusqu'à contempler par la fenêtre le ciel intense du désert. Et voilà qu'il crut y deviner des formes, d'hommes, d'animaux, de démons, et que ces silhouettes, à mesure qu'elles se faisaient plus distinctes, se mettaient à ressembler à ses amis. Simoril fut de retour. « Mon amour !» gémit Elric dans son désespoir. Il vit Rakir, Divinvar, et même Hyrkoun. Tous, il les appela. Aux croissements qui émanèrent de sa gorge, il se sut fiévreux, gaspillant dans ses fantasmagories l'énergie qui lui restait. Il comprit que son corps vivait à présent sur ses ultimes réserves et que la fin devait être proche. Il porta la main à son front, sentit la sueur y perler
et s'interrogea sur le prix que chaque goutte pouvait atteindre sur le marché, trouvant amusant de se livrer à de telles spéculations. Allait-il transpirer suffisamment pour être à même de s'acheter un supplément d'eau, un peu de vin pour le moins? Ou la production du liquide était-elle en soi contraire aux étranges lois sur l'eau de Ouarzazate? Ses yeux retournèrent se poser au-delà du rayon de soleil. N'y avait-il pas là des hommes? Peut-être des gardes ou autres fonctionnaires municipaux venus l'inspecter dans son mouroir et lui demander de produire son permis de transpirer? Maintenant il lui semblait que le vent du désert, lequel ne soupirait jamais bien loin, se coulant dans la chambre, y suscitant l'intangible et fourmillante présence d'élémentaires, voire de cette force qui allait emporter son âme vers sa destination dernière. Soulagé, il sourit. À bien des égards, il était heureux de voir s'achever sa lutte. Peut-être Simoril le rejoindrait-elle bientôt. Bientôt? Quelle signification pouvait revêtir le temps dans ce royaume intemporel? Lui allait-il falloir attendre l'éternité avant qu'ils ne fussent tous deux réunis? Ou rien qu'un instant, vite enfui? Risquait-il encore de ne plus jamais la revoir? De n'avoir qu'absence et néant pour perspective future? Ou son âme allait-elle pénétrer dans quelque autre corps, aussi malade éventuellement que celui qu'elle habitait pour l'heure, le confrontant à des choix pareillement insurmontables, à ce même défi, physique et moral, qui n'avait cessé de l'affliger depuis son entrée dans l'âge adulte? L'esprit d'Elric dériva de plus en plus loin de toute logique, comme dérive du rivage une souris qui se noie, tourbillonnant avec une panique croissante avant que la mort ne lui apporte l'oubli. Il ricana, pleura, délira, s'assoupit par moments alors que se dissipaient les derniers vestiges de sa vie, avec les vapeurs qui maintenant montaient de ses chairs à la singulière blancheur d'ossements. Tout spectateur non averti n'aurait pas vu là un homme, mais quelque animal contrefait, malade, gisant sur ce lit de misère dans les affres ultimes et, sans nul doute heureuse, de l'agonie. Vint la nuit, et avec elle une éblouissante parade de ceux qui peuplaient le passé de l'albinos. Il revit les sorciers qu'il avait formés dans les arts magiques, cette mère étrange qu'il n'avait jamais connue, et ce père plus étrange encore, les cruels amis de son enfance dont il n'avait cessé peu à peu de partager la passion pour les voluptueux et terribles sports de Melniboné, les cavernes de l'île aux dragons, ses secrètes clairières, les minces tours et les palais d'une complexité hallucinante de cette race étrangère à l'humanité dont les ancêtres mêmes n'avaient qu'en partie appartenu à ce monde quand ils s'étaient levés, tels de beaux monstres, pour conquérir, pour régner, avant d'entrer, avec une profonde lassitude que sa situation présente lui faisait d'autant plus apprécier, dans le déclin de l'introspection et des fantaisies morbides. Et il hurla, car sa vision lui présentait Simoril dans un état d'affaiblissement comparable au sien, et sur le corps de laquelle Hyrkoun, secoué d'un rire affreux, pratiquait les pires abominations. Alors il voulut de nouveau vivre, retourner à Melniboné, sauver cette femme qu'il aimait d'un amour si profond qu'il avait souvent refusé d'en laisser l'intensité poindre à sa conscience. Mais c'était impossible. Alors que les images se résorbaient dans le bleu foncé du ciel à sa fenêtre, il comprit qu'il serait bientôt mort, et que personne n'irait jamais secourir celle qu'il avait juré d'épouser. Au matin, la fièvre était tombée. Elric sut qu'il ne restait qu'une petite heure, 2 tout au plus, avant la fin. Il ouvrit des yeux embrumés pour constater que le ray de soleil, tout d'or tendre à présent, ne tombait plus comme la veille directement dans la pièce, mais en se réfléchissant sur les murs étincelants du palais contre lequel on avait appuyé son taudis. Sentant une fraîcheur soudaine effleurer ses lèvres craquelées, il rejeta violemment la tête en arrière et tenta d'atteindre son épée, craignant que ce froid contact fût celui d'un acier tranchant appliqué contre lui, peut-être dans l'intention de lui couper la gorge. « Stormbringer !» Faible était sa voix, et tout autant sa main qui ne parvenait pas à quitter son flanc, moins encore à saisir la murmurante lame. Il toussa, découvrit qu'on lui versait un liquide dans la bouche. Non cette croupissure infecte qu'il avait acquise au prix de sa dernière émeraude, mais quelque chose de propre. Il but, s'efforçant d'éclaircir sa vision. Aussitôt se matérialisa une flasque d'argent, ciselée, tenue par une main douce et dorée, suivie d'une manche de fin brocart, puis d'un visage empreint d'humour qu'il ne put reconnaître. Il toussa de nouveau. Ce breuvage n'était pas simplement de l'eau.
Annig avait-il trouvé quelque apothicaire compatissant? Le goût lui rappelait l'une de ses propres distillations fortifiantes. Il prit une bouffée d'air, entrecoupée, reconnaissante, et sans que sa curiosité se départît d'une certaine prudence, fixa l'homme qui venait de le ressusciter, ne fût-ce que pour ces seuls instants. Souriant, son sauveur réagit par un mouvement d'une élégance étudiée dans ses lourds atours hors saison. « Bonjour, messire Larron. Point d'offense, je suppose, à vous nommer ainsi, car vous êtes, ai-je ouï dire, citoyen de Nadzokor, où l'on se fait fierté de pratiquer toutes sortes de larcins. » Conscient de la délicatesse de sa situation, Elric ne vit pas motif de le contredire. Il fit oui de la tête, lentement, la douleur encore présente au fond de ses os. L'homme de belle taille et rasé de près reboucha sa flasque. « Le garçon m'a dit que vous aviez une épée à vendre. »« Peut-être. » Désormais sûr que le répit serait bref, l'albinos resta sur ses gardes. Quoique beaucoup, à mon sens, soient susceptibles de regretter ce genre d'achat. Cette lame n'est pourtant pas représentative de votre activité principale, n'est-ce pas? Vous devez avoir perdu votre crosse? Vous en être dessaisi contre de l'eau? L'expression était compréhensive. Elric choisit d'abonder dans ce sens. Il se permettait maintenant quelque espoir de survivre. Déjà la potion avait ranimé ses esprits et une bonne proportion de sa force usuelle. « Si fait, » dit-il, jaugeant son visiteur. « Il se peut. »« Qu'est-ce? Faites-vous publicité de votre propre incompétence? En eût-on ainsi dans la guilde des voleurs de Nadzokor? Ne serait-ce plutôt que vous êtes malandrin, plus subtil que votre mise ne la suggère? » Cette dernière phrase délivrée dans le jargon archaïsant dont Annig s'était servi la veille. Même sans rapport avec la réalité, le prince albinos le sentait maintenant. L'opinion que s'était formée de son statut et de ses capacités cet opulent personnage pouvait lui fournir un moyen de se soustraire à l'immédiate et funeste conjoncture. Son intérêt grandit. « Vous souhaiteriez acheter mes services, n'est-ce pas? Ce en quoi j'excelle? Moi, personnellement, et peut-être aussi ma lame. Si vous voulez. » L'homme affectait l'insouciance, mais, à l'évidence, dissimulait quelque urgence. « On m'a chargé de vous dire que la lune de sang va bientôt brûler au-dessus de la tente de bronze. » Je vois. Elric fit semblant d'être impressionné par ce qui était pour lui pur charabia. Il nous faut donc agir sans retard. Tel est l'avis de mon maître. Ces mots n'ont pas de sens pour moi, mais sont manifestement clairs pour vous. On m'a d'ailleurs enjoint de vous offrir une seconde dose d'élixir si vous paraissiez au fait de ce dont il est question. Tenez. Il élargit son sourire et tendit la flasque d'argent à Elric qui l'accepta, en prit une gorgée parcimonieuse et sentit affluer en lui un surcroît d'énergie, tandis que les douleurs graduellement se dissipaient. Votre maître aurait donc besoin d'un voleur? Que convoite-t-il que mes confrères de Quarzazat ne soient en mesure de lui dérober? Ah, messire, vous affectez un prosaïsme auquel, pour l'heure, je ne puis tout à fait croire. Il récupéra l'élixir. Je me nomme Rafi Askieme, et sers un dignitaire de cet empire. Il a, je pense, une mission à vous confier. L'habileté nadzokorienne est légendaire, et nous espérions depuis quelque temps voir l'un d'entre vous s'aventurer par ici. Comptiez-vous faire de nous vos victimes? Je dois vous avertir que nul n'y est jamais parvenu. Mieux vaut voler pour nous, je pense. Sage conseil, dirais-je. Elric se redressa, et basculant ses pieds sur les dalles, s'assit au bord de la paillasse. L'effet de la potion se faisait pleinement sentir. Peut-être allez-vous pouvoir esquisser la nature de ma tâche, messire. Inutilement, sa main se tendit vers le flacon qui avait déjà réintégré la manche de Raafi Askeme. Certes, messire, dès que nous aurons pu nous faire une idée de vos antécédents. Vous dérobez plus que des bijoux, m'a dit le garçon. Des âmes, ai-je compris? Elric s'alarma et posa un regard suspicieux sur l'homme, dont l'expression resta neutre. Pour ainsi dire? Parfait. Mon maître désire mettre à profit vos compétences. Vous aurez, en cas de réussite,
Un baril de cette potion à remporter dans les jeunes royaumes, ou là où il vous plaira de diriger vos pas. C'est ma vie que vous mettez dans la balance, dit Elric en détachant ses mots, et je suis disposé à la monnayer à son juste prix. Ah, messire, je vois en vous quelque sens du commerce et je suis sûr qu'un accord saura être trouvé. Maintenant, puis-je vous prier de me suivre jusqu'à un certain palais? Avec un sourire, Elric saisit à 2 mains Stormbringer et se rejeta en arrière, s'adossant au mur et à la source du rayon. Puis il posa l'épée sur ses genoux et d'un geste parodique mima l'hospitalité princière. Ne préféreriez-vous demeurer le temps que je vous fasse une démonstration de ce que j'ai à offrir, messire Askhemé? Posément, le personnage aux riches atours secoua la tête, déclinant la proposition. Je ne pense pas. Il n'est pas douteux que vous soyez devenu insensible à la puanteur des lieux et à celle que votre corps dégage, mais soyez assuré qu'il n'y a là rien de plaisant pour qui n'y est pas habitué. Elric acquiesça d'un rire. Il se leva, s'accrocha le fourreau de Stormbringer à la ceinture, et dans le cuir noir, glissa la murmurante épée runique. Veuillez donc me précéder, messire. Il me faut admettre que je suis curieux de savoir quels sont ces risques considérables que je vais devoir prendre et qui amèneraient l'un de vos propres voleurs à refuser le genre de récompense qu'un seigneur de Quarzazat peut offrir. Et dans son esprit, d'ores et déjà, il avait arrêté les termes d'un marché, qu'il ne laisserait pas à sa vie une seconde occasion de lui échapper avec autant d'aisance. C'était, avait-il décidé, sa moindre dette envers Simoril.